Bienvenue à l'effet circulaire de Recyc Québec. Nous sommes en direct du Sommet canadien de l'économie circulaire. Je suis Laurie, conseillère en communication chez Recyc Québec, accompagnée de ma collègue Hélène Gervais, conseillère en environnement, et de Jean-François Archambault, directeur général et fondateur de la Tablée des chefs. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci. Donc, si j'ai bien compris, la mission de la Tablée des chefs pourrait se résumer en deux mots. Nourrir et éduquer. Oui. Nourrir pour lutter contre l'insécurité alimentaire, puis éduquer les jeunes à favoriser, à développer l'autonomie alimentaire. Puis un chiffre qui m'a vraiment impressionné, c'est que depuis 2002, ce sont 21 millions de portions qui ont été récupérées pour être redistribuées à des organismes communautaires. C'est pas rien. Comment est venue l'idée de la Tablée des chefs de fonder cette organisation-là? D'où ça part, tout ça? Ouais, moi, j'ai étudié en gestion hôtelière à l'THQ. J'avais fait un cours en service de la restauration. Je travaillais en restauration. Puis après, j'ai commencé mon cours à l'THQ et c'était un cours de 3 ans pour éventuellement gérer, être gestionnaire en hôtellerie. Puis dans le cours, il y avait un cours de cuisine où je me souviens, on était une vingtaine d'étudiants, là, puis on arrivait le matin, puis on préparait 80 portions à peu près d'un peu de tout, puis c'est une rotation des postes à chaque fois qu'on avait un atelier de cuisine. Puis, à la fin, on se retrouvait à tous manger la nourriture qu'on avait préparée. Et à la fin, le chef disait « on ramasse ». Mais ramasser en 96, qui était ma dernière année à l'THQ, ça voulait dire jeter aux poubelles. Et donc, tout le reste de ce qu'on avait préparé, mettons on mangeait toutes 2 portions, là, il en restait quand même plus que la moitié. Et tout ça s'en allait aux poubelles après. Puis moi, ça m'avait comme vraiment choqué. Et c'est resté. Puis après ça, j'étais allé voir mon chef enseignant pour dire, chef, pourquoi on... Là, il me parlait de responsabilité légale, il me parlait d'hygiène, salubrité, que les organismes communautaires le manipuleraient peut-être pas de la bonne façon, puis qu'il y avait des risques pour l'innocuité, tout ça, puis la salubrité. Donc, je faisais mon cours en hygiène et salubrité, je comprenais les risques, mais je comprenais pas que si nous, on en avait mangé, que d'autres personnes ne pourraient pas en manger, sachant qu'il y avait des besoins en sécurité alimentaire là, à Montréal, là, flagrant, puis qu'on aurait pu distribuer cette nourriture-là. Fait que après, c'est vraiment, j'ai été travailler tout de suite en hôtellerie après, au Château Vaudreuil. Puis je faisais les banquets les week-ends, tout ça. J'avais 21 ans, fait que je travaillais 6-7 jours des fois, puis j'étais aux ventes, mais je faisais les banquets les week-ends. Puis là, je revoyais, j'étais lié d'amitié avec le chef, puis je revoyais encore la même affaire à la fin des banquets. Toute la nourriture qui n'avait pas été touchée par les clients, des stations, des buffets, des trucs, le cocktail, toutes les choses qui étaient ramenées en cuisine, qui auraient pu être distribuées, qui étaient encore une fois jetées aux poubelles. Fait que c'était comme généralisé. Puis là, je me disais, OK, imagine le nombre d'hôtels qu'il y a, imagine le... Fait que c'est ça vraiment qui était à la base là, des racines de mon questionnement sur cet enjeu-là. Puis de là est venue l'idée de fonder un organisme pour récupérer ces denrées-là. Oui, je savais pas quelle forme ça allait prendre. Est-ce qu'on allait créer un organisme? Est-ce que c'était juste comme de sensibiliser les gens à l'enjeu, tout ça? Puis rapidement, il fallait vraiment, tu sais, comme... moi, j'ai eu la chance que mon père était le conseiller légal des chefs au Québec. Mon père, c'était l'avocat de la Société des chefs cuisiniers et pâtissiers du Québec pendant plus que 20 ans. Donc, en grandissant, je côtoyais des chefs, tout ça qui venaient à la maison. Mon père avait sa pratique à la maison. Puis, fait que, par rapport à la responsabilité légale, j'y ai demandé carrément, j'ai dit qu'est-ce que c'est ça, tu sais, qu'un chef serait poursuivi légalement pour avoir aidé quelqu'un en nourrissant, tu sais. Et mon père m'était revenu avec le Code du bon samaritain, qui est à la base des dons qu'on peut faire aux banques alimentaires et tout ça, dans les codes civils canadiens de chacune des provinces canadiennes. Et donc, il n'y avait pas vraiment de problème à donner ces aliments-là. La seule chose, c'est qu'il ne fallait pas intentionnellement vouloir faire du mal à travers un don qu'on saurait pas comestible, tu sais. Okay. Fait qu'à la base, d'hôtellerie 4 étoiles, 5 étoiles, avec la traçabilité, la gestion serrée des cuisines, les règles et tous les processus, le risque était faible, voire
inexistant de pouvoir permettre la récupération de cette nourriture-là. C'est comme une fausse croyance qui persistait. C'était une légende urbaine. Un peu, oui. Finalement, il a fallu démystifier tout ça. C'était le gros du travail. C'était défaire une légende urbaine. Là. Lève-toi de bonne heure parce que ça prend 22... Ça prend quoi? Ça fait 23 ans? Ça prend 23 ans. 23 ans. À changer parce que 21 millions, si tu regardes le résultat de l'année dernière, c'est 3 millions. Fait que, on n'a pas atteint 21 millions dans les 5 premières années. C'était quelques centaines de milliers. Mais justement, dans les débuts, ça a pris quoi pour les convaincre? Ça a été quoi les embûches? Là? Il doit en avoir eu quelques-uns. Je suis allé en commission parlementaire pour le livre vert en agriculture à l'époque, avec le ministre de l'Agriculture, le chef d'opposition. J'avais 45 minutes pour établir mon point que le secteur achérie devait être... hôtel, restaurant, institution, tous les services alimentaires devaient être pris à part dans la réglementation de dire que la nourriture qui est servie ou qui est sortie de cuisine devait tout être mis dans la poubelle puis qu'on pouvait pas explorer la possibilité de mettre des paramètres autour d'un programme qui est devenu notre programme de récupération alimentaire et qu'on voulait travailler main dans la main avec le ministère de l'Agriculture, l'Inspection des aliments, sachant qu'au Québec, c'est l'agriculture qui gère l'inspection des aliments. Okay. Dans d'autres provinces canadiennes, c'est la santé, sous la santé. Mais au Québec, on voulait vraiment travailler. Fait qu'on a commencé à travailler. Puis en fait, en commission parlementaire, la sous-ministre à l'époque qui était en charge de l'inspection des aliments, Dominique Fortin, décédée l'année dernière, mais c'était une femme extraordinaire, est arrivée vers moi. Puis je pensais qu'au début, elle allait me dire que c'était pas possible ou que ça allait pas arriver. Puis elle a dit, toi, tu t'en viens avec moi à Saint-Hyacinthe, au bureau, puis je veux te faire rencontrer mon équipe. Puis ça a changé les choses parce que j'ai été capable d'établir, je te dirais que le non-verbal à ce moment-là, des gens de l'inspection des aliments, c'était les bras croisés. Comme ça, je parlais de récupérer de la bouffe qui sortait de cuisine, qui était laissée sur des stations de pause café, des choses comme ça. Là, c'était comme, oh my God, OK, comment on va faire pour contrôler tout ça? Mais il faut faire confiance aux équipes de cuisine. Il y a une formation en hygiène et salubrité. La formation doit être rafraîchie à une certaine fréquence. Il y a des règles que les chaînes d'hôtels imposent au niveau de la rigueur, au niveau de la salubrité puis de la manipulation des aliments. Fait qu'il faut faire confiance aux cuisiniers, aux chefs, puis c'est vraiment ça qui était à la base de la collaboration que je voulais établir. Puis au fait... Collaboration et non d'arriver avec une solution, finalement. Puis là, ça les a rassurés d'entendre la rigueur. Ça a rassuré les chefs aussi parce que d'avoir le MAPAC derrière nous puis d'avoir l'inspection des aliments derrière nous, tu sais, imagine, un inspecteur en aliments peut décider de fermer une cuisine au Québec si la cuisine est insalubre ou il arrive quoi que ce soit. Fait que, tu sais, je veux dire, les chefs, pas qu'ils ont peur des inspecteurs, mais je fais toujours la blague qu'après les souris ou les insectes dans la cuisine, c'est ce que les chefs ont le plus peur, l'inspecteur en aliments. Donc, si l'inspecteur en aliments est d'accord ou du moins est d'accord avec les principes puis endosse le programme d'attablé, ben c'est rassurant et donc ça engage les chefs à s'impliquer puis ça les encourage à s'impliquer. Fait qu'en 2005, on a eu la chance de rentrer dans le plus gros établissement, le Centre Bell. Rien de moins. Et c'est ça. Un petit projet pilote. C'est comme ça, un petit projet oui, pilote. Quand même. Oui, ça c'était comme, dans ton plan d'affaires, si ça marche pas, c'est rentré par la grande porte. C'est fini. On va faire d'autres choses parce que ça marchera pas. Ouais. Puis ça a fonctionné. J'ai eu la chance d'avoir Pierre Boivin qui était le président des Canadiens qui me disait, on a constaté, on a de la pression aussi des locataires de loges qui nous disent, hey, on est tanné que cette nourriture-là, les employés, les hôtesses qui voyaient cette nourriture-là jeter. Et donc, ça a mis ils attendaient ça, peut-être. Eux aussi avaient hâte. Mais c'est fou de penser que ça fait 20 ans, tu sais. Ouais. Puis qu'on a atteint, en début de saison, on a atteint 1 million de portions récupérées juste pour le Centre Bell, qui a été notre premier endroit où on a récupéré. Et dans l'année 1, c'est 100 000 portions qu'on a récupérées en 42 matchs locaux. C'est 42 événements pour nourrir 100 000 personnes. Quand tu penses à ça, tu remplis le Centre Bell 4 fois. Tous les sièges, pas juste les loges, là. Et à partir de la bouffe de juste les loges, tu nourris 4 fois le Centre Bell sur une année avec la bouffe qui a été récupérée. Donc, énorme. Ça a un impact environnemental parce que cette nourriture-là ne va pas s'en aller en gestion de déchets. Ouais. Et parce que c'est comestible, c'est des aliments vraiment que tout le monde ici mangerait, là, tu sais. Et donc, après ça, c'était de dire, OK, ça marche au Centre Bell, ça peut marcher ailleurs.
et on doit répéter cette formule-là. Puis après, ben, comme j'ai dit, une légende urbaine ou changer un processus ou changer des habitudes, hein, tu sais, je veux dire, changer des habitudes de chefs qui font qui datent d'une autre époque, disons-le comme ça, poliment, puis qui travaillent de la même façon depuis 40 ans. Ouais. Ben aussi, t'es mieux de te lever de bonne heure parce que, tu sais, fait qu'il a fallu tout un changement de garde, d'avoir une nouvelle génération de jeunes chefs, des jeunes cuisiniers qui regardaient leur chef et qui disaient « Mon Dieu, pourquoi qu'il veut pas embarquer? » Puis qui me disaient d'un coup, « Fais-toi-en pas, on va finir par y arriver. » Faisait de la pression. Puis là, ils deviennent chefs, puis là, ils disent « Jeff, OK, là, let's go, on y va. » Tu sais, je pense à Sylvain, ça, puis je pense à Danny Lecourt, qui est le chef, actuellement le chef de cuisine du Casino du Lac-Lemay, qui est venu me voir puis qui m'a dit « On aime Denis Girard, là, on l'adore, Denis. » Mais il y avait ce conservatisme de garder les processus puis de faire attention, tout ça, puis un peu la crainte qu'il arrive quelque chose. Et là, t'as Danny qui arrive et qui est mort, qui me dit, tu sais, Jean-François, à travers les années, on t'a pas tout donné ce qu'on aurait pu te donner ou ce qu'on aurait dû te donner. Puis nous, en cuisine, on le savait. Et donc, là, ouvre le programme. Je dis, Danny, on vit pas dans le passé, on regarde pas dans le passé, on vit dans le présent et dans le futur. Puis ce que j'entends, c'est que tu vas le faire. Et dans les 7 derniers mois, ils ont récupéré 10 fois plus de nourriture qu'ils récupéraient dans les années précédentes. Donc, tu sais, pour moi, c'est ça aussi, c'est qu'on est parti avec mettre en place le programme de façon ponctuelle, tout ça, mais vraiment, ce qui va changer les choses, c'est d'intégrer un processus et que ce soit pratique courante, pas juste une fois de temps en temps. Que ce soit pas juste lié à la bonne intention, mais que ce soit un processus. Dans les façons de faire, et pratique courante, tu sais, puis que ça soit toujours là. Ben justement, le processus, là, il doit être quand même relativement simple. Là. Qu'est-ce que ça prend pour un chef de se lancer, là, de dire, moi, je veux faire récupérer mes denrées alimentaires? C'est d'abord, un coup de fil? D'abord, le mot que les chefs aiment entendre, c'est clé en main. Ça, c'est vendeur. C'est clé en main. Ça veut dire qu'on leur fournit tous les contenants, que ce soit les contenants d'aluminium pour les plats préparés, des retours de buffet, ces choses-là, couvercle d'aluminium, l'étiquetage, donc tout l'étiquetage qui est déjà au niveau des allergènes, pré-identifié, que ça se peut que ça a été en contact. Ça sécurise aussi parce qu'ils n'ont pas à mettre la liste complète d'ingrédients. C'est un plat mijoté c'est un poulet chasseur, ben c'est poulet chasseur, puis après ça, tu n'as pas besoin d'identifier le reste. Et la période à laquelle ça a été mis. Après ça, on fournit les sacs pour la boulangerie en plastique alimentaire. On fournit aussi les chaudières de plastique pour la soupe, les potages, les bouillons. Et donc, on fournit tout ça. Et ça permet donc, dans le fond, d'avoir une standardisation c'est fait au CHUM avec Annie puis son équipe au service alimentaire. C'est fait au Reine-Élisabeth. C'est fait au Château Laurier à Ottawa. C'est fait au Fairmont Waterfront à Vancouver. C'est fait de la même façon. On entraîne, on forme les cuisiniers de la même façon. On implante le même programme. Donc, si j'ai un chef qui part de Vancouver, qui s'en vient travailler à Montréal, puis là, en ayant l'adhésion de... Par exemple, une des belles adhésions qu'on a eues dans les 2 dernières années, c'est les hôtels Marriott. Tous les hôtels Marriott, en fait, à l'échelle nationale, sont en train d'implanter le programme de récupération alimentaire. On en a 65 à peu près d'intégrés sur 300. Et donc, on va continuer à travailler sur l'implantation. Et le Château Montebello, qui serait le dernier hôtel Fairmont du Québec à adhérer, on est en finalisation d'entente avec eux, puis on devrait finaliser les processus pour implanter le programme de récupération aussi au Château Montebello. Mais on est déjà au Manoir Richelieu, on est déjà dans toutes les autres Fairmont, puis on a même intégré le Château Laurier, le Fairmont McDonald à Edmonton. Mais les amphithéâtres sportifs, c'est quand même majeur en termes de quantité. Fait qu'on a la plupart des stades de la Ligue canadienne de football. On a les arénas aussi de la Ligue nationale à travers le pays. Fait que l'impact est quand même assez important. Puis je dirais que le momentum fait que je serais pas étonné de voir une augmentation importante de la quantité de denrées récupérées dans les années à venir. Là. Fait que la légende urbaine de c'est compliqué est devenue la légende urbaine qu'il faut faire affaire avec la tablée des chefs. Là. Ça rend ça vraiment plus simple aujourd'hui parce que tout est
tout est bien structuré, vous offrez le service, ils ont juste à vous appeler. Puis ce que ça à a collaborer avec fait, c'est que on a l'offre aussi est 360, c'est-à-dire qu'on fait une catégorisation de produits. Donc, on travaille avec le chef sur ses menus, travailler sur observer les installations, s'assurer qu'il y a un maintien des températures, que ce qui sort des températures ou ce qui est servi sur certains endroits où est-ce qu'on n'est pas capable de garantir l'innocuité ou que ça n'a pas sorti des zones de froid et de chaud, qu'on ne peut pas récupérer ça. Donc, l'idée, c'est pas de récupérer tout, c'est de récupérer ce qui est comestible. Et après, c'est peut-être de changer certaines choses. Donc, si on mélange des vinaigrettes, qu'on veut récupérer de la laitue, par exemple, mais on sert une vinaigrette à côté avec une louche. Et donc, là, on change un peu les processus pour s'assurer qu'on puisse récupérer des barquettes de laitue. OK. Donc, il y a de la sensibilisation qui est faite en amont pour planifier en vue de la récupération à la fin. Dans des cas événementiels, on intervient vraiment comme avec, par exemple, Oshiaga, les festivals au Parc Jean-Drapeau, le Grand Prix de Formule 1, l'Omnium Banque Nationale au Stade IGA. Là, on a vraiment monté une escouade parce qu'on s'est aperçu que sur des événements, les équipes de cuisine sont des fois restreintes, doivent engager du personnel d'agence. Donc, former du personnel qui n'est pas normalement ton personnel, c'est un petit peu plus un enjeu. Donc, on s'installe entre la poubelle et dans la cuisine, juste avant la poubelle, en fait. Et là, les serveurs et les équipiers arrivent, puis on leur dit non, ça s'en vient. Et là, on est vraiment avec notre équipe. On a monté une escouade. D'ailleurs, on a gagné le Dux comme initiative de réduction du gaspillage alimentaire cette année. Félicitations. Fait qu'on est vraiment content parce que le projet a été baptisé l'été dernier. Donc, et là, on revient, puis là, on a ajouté des événements à Toronto. Et on est en train de signer aussi un gros partenaire avec Live Nation pour l'ensemble du Canada, pour l'ensemble des spectacles à travers le pays. Fait que ça aussi, c'est un gros... Fait que ça grossit d'année en année. Fait que 21 millions, on s'en reparle dans quelques années, puis on va avoir... La cible, je te dirais, c'est... je pense que le plein régime, là, au niveau canadien, là, ça serait 10 millions de portions annuellement qu'on pense atteindre d'ici les 7 à 10 prochaines années. Mais ça, c'est 10 millions Par année. de personnes aussi qui reçoivent cette nourriture-là. Oui. Il y a un impact social Oui. incroyable. Là. Ça prend tout son sens. Beaucoup des organismes de première ligne en itinérance Okay. qui ont aujourd'hui de la misère à trouver des sources d'approvisionnement en aliments et qui se retrouvent à devoir acheter des aliments dans la plupart des cas parce qu'ils vont recevoir 50% des aliments de la banque alimentaire, mais l'autre 50%, ils devront le trouver d'autres façons. À travers le programme de la tablée, c'en est une façon. Et donc, c'est pour ça que c'est essentiel qu'on fasse le travail de se rendre jusqu'aux autres initiatives. Donc, nous, ce qu'on dit aux chefs, c'est faites l'exercice au complet. On s'assure de maximiser tout ce qui est comestible, récupérer cette matière organique comestible. Disons-le, c'est moins sexy qu'un plat préparé par un chef 4 étoiles ou 5 étoiles. Mais quand même, et se rendre jusqu'à ce qui est non comestible. Et là, à ce moment-là, on parle de compostage, on parle de toutes les autres initiatives qui arrivent après. Mais il faut absolument en amont faire le travail et s'assurer qu'il est fait comme il faut pour un jour dire que l'hôtellerie et la restauration pourra penser avoir réduit le gaspillage alimentaire au complet, d'avoir fait l'exercice au complet. Et j'y crois, vraiment. Puis j'aurais pas pu vous dire ça il y a 10 ans, parce que je voyais ça comme une grosse montagne. Aujourd'hui, je pense vraiment que l'industrie de l'hôtellerie à l'échelle canadienne est capable de faire l'exercice et arriver à régler cet enjeu-là, le dédier dans un premier temps à la sécurité alimentaire, puis après, si on réduit à la source, ce qui est ultimement ce qu'on voit, on le voit. Un hôtel qui rentre le programme de récupération qui part à 10 000 portions annuelles va réduire autour de 7 000 l'année 2, parce que le chef va avoir vu un peu ce qui sort, il va avoir dit, OK, la prochaine fois, et ça a un effet de réduction à la source. De mieux planifier les portions en fonction de l'achalandage, tout ça. Oui. En terminant, parce que je trouve ça vraiment passionnant, on pourrait en discuter tellement longtemps, là, je trouve ça fantastique. Mais pour ceux qui nous écoutent, tu sais, souvent, la tablée des chefs, on associe au congrès, justement, aux hôtels, aux événements. Pour quelqu'un qui nous écoute, un citoyen
quel rôle il peut jouer pour encourager la tablée des chefs? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? J'ai parlé de d'abord, les gens doivent être sensibilisés à ça aussi à la maison. Fait que c'est sûr que la tablée a aussi un volet, on en a parlé, d'éducation. Et à travers les brigades culinaires et Cuisine ton avenir, qui rejoint les jeunes issus de la protection de la jeunesse, et les jeunes dans les écoles, on rejoint plus de 7000 jeunes inscrits dans les brigades dans 350 écoles. Wow. Ben, on a un volet de sensibilisation à la lutte au gaspillage alimentaire à la maison. Donc, que ça puisse permettre aux gens de prendre une prise de conscience de leur propre gestion de leur matière à la maison et de la valorisation de ça. Puisse permettre aux gens de prendre une prise de conscience de leur propre gestion de leur matière à la maison et de la valorisation de ça. Donc, moi, je pense vraiment que une des façons les plus efficaces de réduire le gaspillage alimentaire à la maison, c'est de cuisiner. C'est de cuisiner davantage et c'est de conserver aussi et de varier le type de conservation qu'on va faire. Donc, que ce soit la congélation, que ce soit en faisant des conserves aussi, c'est des façons de pouvoir dire « je ne l'utiliserai pas maintenant », donc je le cuisine ou je le transforme ou je le blanchis. Et il va changer de texture, c'est certain. Et donc, d'avoir la flexibilité de pouvoir changer l'application. Si je vais à l'épicerie puis j'ai acheté mon pied de céleri en ayant une idée en tête claire de l'avoir, pardonnez-moi, très croquant et très... Ben, il faut que je change ma perception. Si là, je l'ai laissé au fond du tiroir à légumes puis qui est rendu un peu mou, je pourrais pas le manger comme je l'avais et je vais devoir changer ma perception et donc arriver avec une nouvelle idée de l'utilisation et de l'application que ça pourra prendre pour pas le perdre. Parce qu'à la fin de la journée, si ton idée c'était ça, tu peux rapidement te dire « Ah, il est plus bon parce qu'il est plus comme j'aurais voulu l'avoir. » Mais il est-tu plus bon? Non, il est encore bon si tu le transformes en potage ou tu fais d'autres choses avec. Oh. Puis les gens peuvent s'impliquer en bénévolat en joignant notre escouade estivale parce que je dirais que c'est un mix d'employés de la tablée qui font partie de l'escouade et des bénévoles qu'on recrute. Escouade estivale qui fait quoi? Qui récupèrent les surplus alimentaires sur le site du Grand Prix de Formule 1, d'Oshiaga, des festivals de l'été. On ajoute le Festival d'été de Québec cet été. Donc, vraiment, les gens peuvent nous suivre, s'inscrire comme bénévoles à la tablée et vont automatiquement recevoir l'information pour trouver une date qui fonctionne puis dire, OK, je vais aller donner un coup de main le samedi au Grand Prix, quelques heures sur une plage horaire pour aller me joindre à l'équipe de récup de la tablée. Laurie a ajouté à notre agenda. Vraiment? C'est vraiment une belle expérience. Non, c'est vraiment cool. Fait que l'appel est lancé, puis bravo vraiment pour tout ce que vous faites. Puis je vous souhaite vraiment d'atteindre votre objectif de 10 millions par année et peut-être voir plus, parce que là, c'est plus juste au Québec, hein, c'est rendu même Pan-canadien. Canada, Pan-canadien. De Victoria d'un océan à l'autre. À Halifax. Oui. Donc, merci beaucoup. Merci Hélène, merci Jean-François, c'est très inspirant comme histoire. Un autre bel exemple que chaque geste compte et qu'ensemble on peut faire la différence. À très bientôt pour un autre épisode de l'effet circulaire de Recycle Québec. Merci.